En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. On s'entend que le milieu de l'éducation a bien changé depuis plusieurs décennies. On est rendu loin quand même de la cuillère en bois puis de la fessée là, aux enfants, mais est-ce qu'on est rendu trop loin? Est-ce qu'on est rendu trop dans l'éducation positive? C'est une question que tu te poses ce matin, David. Oui, exactement. Hein, tu as entièrement raison. Il y a une certaine époque, on était dans une éducation qu'on pourrait appeler traditionnelle où il y avait, faut le dire, il y avait de la violence, il y avait des claques sur les fesses, il y avait ce type de sévice-là. Aujourd'hui, évidemment, on n'est plus là. Hein, on est vraiment, les mots à la mode, hein, empathie, bienveillance. On veut pas trop punir les mauvaises actions. Donc, on comprend l'intention, mais est-ce qu'on est allé un peu trop dans cette direction-là, comme tu le dis, là? Donc, hein, on le sait, il y a une augmentation de la violence par les enfants dans les écoles québécoises. C'est maintenant documenté. Il y a une augmentation des diagnostics de toutes sortes, des troubles de comportement. Et il y a une psychologue en France, Caroline Goldman, qui est d'ailleurs la fille du célèbre chanteur Jean-Jacques Goldman, qui était critique justement de cette éducation positive et pour elle, une des raisons, parce qu'évidemment il y a toujours plusieurs raisons à un phénomène, mais une des raisons de l'augmentation de ces violences, de ces diagnostics-là qu'on retrouve aussi en France, ben justement c'est cette éducation positive-là parce que finalement on serait pas capable d'imposer des limites. En cherchant à être trop bienveillant, ça devient une éducation en fait sans limite où est-ce que l'enfant peut faire tout ce qu'il veut. Ça se rapproche un peu de ce qu'on disait à une certaine époque, là, les enfants rois en quelque sorte. Là. Donc, il y aurait peut-être un juste milieu à atteindre, là, quelque chose qui n'est pas, évidemment, là, les sévices physiques, on s'entend, c'est quelque chose qui est inacceptable, là, puis on comprend, tu t'aideras pas aucun enfant en lui donnant une coupe de claques, mais il doit avoir quand même un juste milieu, là, des mesures un peu plus coercitives quand même qui sont pas physiques. Oui, exactement. Donc, elle parle beaucoup le time-out qu'elle appelle. Hein, évidemment, c'est une Française, donc elle utilise une expression anglaise. Bien donc, sûr. le temps d'arrêt, le temps d'arrêt, hein, le fameux va dans ta chambre. Donc, un moment d'arrêt. Et ça peut prendre un certain temps. Donc, j'imagine que je suis pas le seul qui a déjà vécu ça dans sa jeunesse. On est encore vivant. Là. Et puis, moi, surtout, quand je vois ça, je me dis, tu sais, durant la pandémie, on en parlait la semaine dernière, toi et moi, Alexandre, sur le retard que les élèves ont pris. Et durant la pandémie, jamais on a été aussi bienveillant avec les élèves. Les enseignants, ils voulaient être donc bien compréhensifs. Puis oui, si tu remets pas ton travail, c'est facultatif, t'es pas obligé, on comprend que vous avez des difficultés. Puis c'est vrai que c'était pas toujours facile, la pandémie. Mais est-ce qu'à force de toujours, la bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance? C'est-à-dire, parce qu'on est tout le temps en train de dire, d'accepter les excuses de l'autre. Donc, aller justement trouver le juste milieu entre être complaisant puis être... c'est-à-dire, la bienveillance n'est pas la complaisance, à mon sens. Donc, il faut bien distinguer les deux. Là. Oui, puis c'est important non plus de pas tomber dans une culture de la médiocrité aussi. Hein. Je pense que c'est important. Là. Je veux dire, on veut faire passer le plus d'étudiants, d'élèves possible. On s'entend, on veut. Là. On a une volonté que ces jeunes-là apprennent puis progressent dans le système d'éducation. Mais de vouloir faire passer tout le monde aussi un maximum, mais ça peut justement nuire, hein, je pense, à certains élèves aussi qui peut-être là, auraient dû reprendre une année, auraient dû faire des cours de rattrapage, puis finalement qui le feront pas, peut-être parce qu'on trouve des moyens de s'arranger, là, David. Oui, exactement. Puis si on peut faire un peu de psychologie ce matin, il existe ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, hein, qui est l'idée que si on a des attentes qui sont élevées envers nos élèves, ils ont plus de chances d'atteindre ces attentes-là. Donc, de pas toujours, justement, des fois, on peut avoir l'air d'un sans-cœur de dire « Non, ton excuse n'est pas la bonne, j'ai des autres attentes envers toi, t'es capable. » Ben, ça peut donner une dose de courage en quelque sorte. Puis je pense qu'on a tous déjà vécu on a toujours des adultes qui se sont tournés vers nous et qui ont dit non, t'es capable, vas-y, fais-le, qui ont eu confiance en nous. Puis ça nous a donné justement une dose de courage exceptionnelle. Donc, on est un peu là-dedans, je pense. Donc, en réponse à cette éducation positive, évidemment, on ne demande pas une éducation négative, mais vraiment l'idée d'avoir des hautes attentes et qu'il y ait certaines punitions qui sont punitives, justement, des sanctions qui sont punitives, ben, je pense on touche à quelque chose d'intéressant. Là. Oui, bien surtout au niveau du comportement, là, je veux dire, faire de la copie puis faire de la retenue, ça n'a jamais tué personne, sincèrement. Puis c'est plate, là, c'est des moyens qui sont vieux comme le monde,
mais ils sont vieux puis durs parce qu'ils sont efficaces. Hein? Copier là, 100 fois la même affaire, il n'y a rien de plus déplaisant comme activité à faire. Puis c'est pas pour rien que je pense que ça donne le ton quand même. Ça donne le goût de rester sage puis de rester dans les lignes, si on veut, là, d'avoir des mesures punitives, comme tu le dis, comme ça, mais qui sont pas ni violentes, là, ni physiques. Ça existe encore, puis ça a fait ses preuves, tout ça, là, David. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, parce que ça, dans l'éducation positive, on dit justement de pas être dans la punition, mais toujours de valoriser le bon comportement. Hein? Et ça, je pense qu'on est entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une certaine époque au secondaire, on ne valorisait pas nécessairement tant que ça les bons comportements, que justement, on faisait juste punir. Aujourd'hui, je pense qu'on doit se diriger vers, on fait les deux en même temps. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un bon comportement, on le félicite. Moi, à mon école secondaire, on le fait de plus en plus. Et à l'inverse, s'il ne remet pas son travail, bavarde en classe, impoli, là aussi, il y a une punition. Donc, je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. C'est vraiment important. Ouais, c'est toujours une question de nuance. C'est la même chose aussi avec les problèmes de comportement, là, les diagnostics maintenant qu'on pose de plus en plus. Puis je pense que c'est normal. Là. Il y a des jeunes maintenant, on sait exactement qu'est-ce qui cause leur inattention. Ils ont un TDAH, un trouble du comportement, entre autres, l'attention avec hyperactivité ou pas. Mais il y a peut-être aussi un surdiagnostic qui se fait aussi dans certains cas d'élèves. Je pense encore une fois, il faut essayer de tendre vers le milieu, là. Ouais, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'en effet, c'est même documenté ce surdiagnostic. Si on est né autour de l'été, donc en fait, si on est les plus jeunes de la cohorte, donc si tes enfants sont nés juillet ou septembre, ils ont plus de chances d'être diagnostiqués TDAH, alors que normalement, tout le monde devrait avoir une chance égale parce que c'est un diagnostic médical. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des élèves qui vont être plus jeunes dans leur cohorte et qui, là, on va mélanger immaturité et agitation. Donc, finalement, on va dire, on se crossera pas trop le basic, puis on va médicamenter l'enfant. Là. Donc, ça, c'est documenter cette réalité-là. Et même au Québec, on est quand même fort sur les diagnostics généralement. Oui, puis c'est quand même inquiétant aussi, là, tu sais, surmédicamenté, là. Je parlais surtout des diagnostics, mais ça s'accompagne aussi de médication des fois. C'est quelque chose qu'on devrait s'inquiéter, ça, quand même, de médicamenter beaucoup nos enfants pour... je t'avoue, j'ai pas la réponse, mais j'ai un doute, on dirait, dans la tête. Il y a certains experts qui vont dire t'es mieux de médicamenter trop de personnes que de médicamenter pas assez de personnes. Il y en a qui vont dire ça. Ouais. Est-ce que j'y crois? Je sais, je suis pas sûr. On dirait l'idée, peut-être qu'on a été élevé comme ça, mais moi, dans ma tête, si t'es capable de vivre sans médicaments, vis le plus longtemps possible sans médicaments. Il y a quelque chose de pas naturel, en quelque sorte. Peut-être que c'est mon petit côté grano, je sais pas, mais j'aime pas l'idée de prendre des médicaments. Je comprends que des fois, on n'a pas le choix. Là. Je vais être le premier à en prendre dans ces moments-là, mais si t'es capable de vivre, surtout des enfants, sans médication, prends-en. D'ailleurs, ces médications-là, il y a quand même des effets secondaires. Ça coupe notamment l'appétit. Un jeune adolescent qui mange pas, ça peut avoir des effets sur son retard, sur sa grandeur, son retard corporel, si on veut. Là. Donc, oui, il y a clairement des questions à se poser là-dessus. Il va falloir un jour qu'on se mette le nez là-dedans plus sérieusement. Oui, absolument. Puis... loin de moi l'idée de dire prenez pas de médication ou le moins... Non, je pense que c'est nécessaire dans certains cas. Mais après ça, j'hésite là, sur le TDAH, surtout, il y a tellement... c'est un sac, hein? Il y a toutes sortes de... Il y a plusieurs lettres dans le TDAH. Puis là-dedans, c'est pas les mêmes diagnostics pour tout le monde. Puis tu peux avoir des élèves, je pense, qui sont un peu plus turbulents, mais qui sont pas nécessairement problématiques. Puis là, tu veux peut-être les médicamenter quand même. Je sais pas. Je pense que déjà que les profs en ont plein les bras, là, c'est pas à eux non plus là, de devoir gérer ces dossiers-là. Mais quand même, il y a beaucoup de questions à se poser en éducation, David. Là, puis je pense que c'est toujours une idée de ramener tout vers le milieu parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée aussi qui s'affrontent là, dans ce milieu-là. Ouais, vraiment. Puis pour faire un peu de pouce là-dessus sur les TDAH, étant donné que c'est un diagnostic qui est médical, puis d'ailleurs, c'est un diagnostic médical, oui, mais c'est pas non plus un scan. Tu sais, c'est pas, t'as une jambe de cassée, on s'entend, tu passes un scan, c'est assez clair que la jambe est cassée. TDAH, c'est pas toujours clair. Les experts sont pas toujours d'accord sur ce qu'est un TDAH, ce qui ne l'est pas. Et puis, c'est ça soulève plein de questions et j'ai l'impression que du moment qu'il y a un médecin dans nos sociétés
pose un diagnostic, eh bien, faut pas trop en débattre, hein. Nos médecins on les met quand même sur un piédestal. C'est vrai qu'ils sont importants, mais je pense qu'on peut remettre quand même en question ce type de diagnostic. Moi, j'en ai vu dans ma carrière d'enseignant de dire, je ne suis pas un expert, mais intuitivement, je suis pas certain que cet élève-là a un TDAH, et pourtant, il y en avait un. Donc, ça vaut la peine de poser des questions, de gratter. Les médecins, comme n'importe qui, peuvent se tromper, là, donc faut gratter un peu plus, là. Oui, absolument. C'est beaucoup, beaucoup de questions, puis beaucoup, je pense que c'est de rattrapage qui se fait là, sur les années. C'est peut-être qu'on Ouais. le balancier va trop loin d'un côté pour être mieux ramené vers le centre par la suite. Je pense que c'est peut-être le cas en éducation là, pour toutes sortes de mesures, mais ça vaut la peine quand même de se lancer sur ces réflexions-là. David, merci de l'avoir fait avec nous ce matin. Salut.